Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du butyrate, qui est un acide gras à chaîne courte qui est utilisé pour différentes applications en ce qui concerne notamment les problématiques intestinales. Donc, nous allons essayer de détailler et de développer cela tout au long de cette présentation. Donc, tout d'abord, pour commencer, on va donner une explication globale et simplifiée parce que pour pas rentrer dans des choses plus complexes, sur ce qu'est le butyrate. Donc, pour faire simple, il existe dans... il y a Cédric qui revient. Ouais. Donc, je disais, il existe un certain nombre de... Cédric? Oui, je suis là. Bon, j'ai déjà commencé, moi. Parfait. Donc, le butyrate, je suis dans la présentation de ce que c'est que le butyrate. Donc, il existe dans l'intestin, dans l'intestin grêle et le côlon, un certain nombre de bactéries. Comme vous le savez, il y a plus de 95% de tous les microbiotes de l'organisme. On les retrouve dans l'intestin grêle et le côlon et on a en gros 10 fois plus de bactéries, de micro-organismes dans le côlon que dans l'intestin grêle. Et il se trouve qu'une partie de ces bactéries-là produisent ce que l'on appelle des acides gras à chaîne courte. Ces acides gras à chaîne courte, ce sont, comme leur nom l'indique, des acides gras, mais qui sont avec un nombre très réduit de carbone. On en a qui sont à 3 carbones, on en a qui sont à 4 carbones. Le cas du butyrate, par exemple, c'est 4 carbones. Et donc, le butyrate fait partie de ces acides gras à chaîne courte. Il y en a d'autres. Il y a l'acétate, le lactate, le propionate et d'autres qui sont produits par d'autres bactéries, bien entendu. Donc, le plus connu d'entre elles, c'est bien entendu le butyrate. Et ce butyrate, il est produit par des bactéries. Alors, nous-mêmes, on ne produit pas le butyrate, c'est-à-dire nos propres cellules ne produisent pas le butyrate. Ce sont des bactéries du microbiote. On a des bactéries, par exemple, des espèces Faecalibacterium, Praunici, par exemple, Faecalibacterium praunici, ça c'est une espèce qui produit le butyrate, mais il y a d'autres Faecalibacterium également qui sont des producteurs de butyrate. Donc ces espèces-là sont d'excellents producteurs de butyrate. Vous avez aussi les Eubacterium, les Rosburia, etc. Il y en a d'autres, il y en a 5 ou 6 grands genres qui produisent le butyrate. Et est-ce que tu nous as pas parlé du Bifidobacterium ou du Lactobacillus? Est-ce que il est produit aussi par le butyrate? Non, ces genres-là ne produisent pas le butyrate directement. C'est des producteurs plutôt de lactate. Par exemple, si on prend les Lactobacillus, comme leur nom l'indique, c'est des producteurs de lactate, qui est un autre. Alors, je sais bien que il est très connu chez les sportifs, le lactate qui est produit par nos propres muscles, mais dans le microbiote, on le classe avec les acides gras à chaîne courte aussi. C'est un acide gras à chaîne courte en fait, et ça produit du lactate. Et ça produit, par exemple, pour les Bifidobacterium, ça produit plutôt du lactate et de l'acétate. Par contre, ces lactates et acétates qui sont produits par les lactos et les Bifidobacterium vont être transformés. Il y a une partie de ces acides gras à chaîne courte qui va être transformée, convertie en butyrate. Donc, ça sera utilisé justement par ces espèces de type, par exemple, Faecalibacterium, Eubacterium, Aerostrictes aussi, qui est en fait un autre genre qui produit le butyrate, etc. Ça sera utilisé pour justement produire le butyrate. Et donc, il y a une partie, lactate et acétate, qui se transforme en butyrate. Donc, ces Lactobacillus bifidobacterium vont contribuer indirectement à la production du butyrate. Voilà. Et donc, en même temps ici, le rôle du butyrate, en fait, dans le microbiote, est un peu différent du rôle qu'on a dans l'organisme, en fait, à commencer par l'intestin. Puisqu'en fait, le rôle du butyrate dans le microbiote, justement, c'est de servir de substrat énergétique
pour un certain nombre pas uniquement les genres bactériens qui le produisent. Parce que il y en a, comme je vous disais, 5 ou 6 genres bactériens qui produisent le butyrate. Et ces genres bactériens produisent le butyrate pour eux-mêmes, mais pour les autres genres aussi. Okay. Et pareil pour les lactates aussi et les acétates aussi, ce sont des régulateurs en fait du microbiote. Quand on dit substrat énergétique, on a pour le butyrate autour de 3,2 kilocalories à peu près par gramme de butyrate qui produit comme énergie produite à partir du butyrate par les micro-organismes. Alors, certaines de nos cellules utilisent aussi le butyrate comme substrat énergétique aussi, hein. Mais c'est à la base produit pour le microbiote. Mais comme le microbiote en produit de grandes quantités, eh bien ça passe aussi la barrière intestinale et ça a d'autres effets au niveau métabolique. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être des différentes sources de butyrate et voir la différence s'il y a plusieurs sources? Voir la différence entre l'une et l'autre, oui, lesquelles sont les plus intéressantes? Oui, il y a des sources en fait. Alors, il y a des sources directes et indirectes. Donc, les meilleures sources, bien entendu, ça reste le beurre ou dérivé, comme le ghee. Le beurre et le ghee sont les meilleures sources de butyrate. Okay. Maintenant, ça a l'inconvénient que ça contient beaucoup de graisse aussi. Je parlais ici du beurre. Ouais. C'est extrêmement riche en graisses saturées, bien que les graisses saturées ont aussi leur intérêt, hein, mais bon, la quantité étant très très importante. D'ailleurs, une portion de beurre, c'est pas comme une portion de viande, c'est pas 120 grammes, c'est une dizaine de grammes, pas plus. Ouais. Donc ça empêche le fait qu'on consomme des quantités importantes de beurre. Et dans ce cas, pour avoir suffisamment de butyrate. Donc, c'est une excellente source en théorie, mais en pratique, comme on peut pas en prendre des quantités énormes, donc bon, ça reste relativement limité comme apport. Le ghee est encore plus intéressant que le beurre. Le ghee, c'est quoi? C'est du beurre clarifié, en fait. Exactement. C'est ce qu'on appelle le beurre clarifié en français. Et ça contient encore plus de butyrate. Et il a plus d'avantages pour la santé que le beurre, le ghee, malgré que, encore une fois, on peut pas en consommer des quantités importantes dues à pas mal de choses, y compris le goût même. Et sinon, ça c'est la meilleure source de butyrate. Il y a aussi des sources autres, mais qui sont pas de très bonnes sources. Il y en a, mais c'est des petites quantités. On a le yaourt, par exemple. Le kéfir également, notamment le kéfir de lait. Alors, on peut en trouver aussi dans le petit lait et le lait caillé, mais à quantité beaucoup moindre que ce qu'on trouve dans le yaourt et le kéfir. Et déjà, dans le yaourt et le kéfir, on ne trouve pas les mêmes quantités que dans le beurre et le ghee. C'est encore des quantités plus petites. Okay. Ça, c'est les sources directes où on trouve le butyrate dedans. Maintenant, les fibres alimentaires servent justement pour les genres bactériens que j'avais nommés auparavant, pour justement produire le butyrate. Donc, par exemple, la cellulose et semi-cellulose, ça c'est des fibres alimentaires non solubles qui vont être partiellement dégradées par le microbiote et qui vont servir à produire le butyrate s'ils sont dégradés par ces genres bactériens qui produisent le butyrate. Et sinon, il y a aussi les fibres solubles également, qui peuvent servir également, les fibres de psyllium ou autres, qui peuvent servir également, partiellement également, à produire du butyrate, bien que c'est un effet qui est moindre. C'est-à-dire, ce sont plus les fibres insolubles qui sont métabolisées par ces bactéries-là et qui permettent de produire le butyrate. Les fibres solubles donnent moins de butyrate. Et est-ce que tu peux nous parler maintenant des rôles métaboliques? Alors, il y a pas mal de rôles métaboliques, mis à part ce que j'ai détaillé par rapport au rôle sur le microbiote et que ça permet de moduler la configuration du microbiote et donc moduler, ça veut dire de maintenir une bonne configuration, de nourrir les espèces de bonne qualité, ça profite.
et donc de priver les autres espèces pathogènes. Donc ça permet de réguler le microbiote, mais mis à part ça, qui est en fait le rôle principal du butyrate à la base, on a aussi l'effet sur la muqueuse intestinale, à la fois de l'intestin grêle, mais surtout la muqueuse du côlon, les colonocytes, cellules de la muqueuse du côlon, du gros intestin. Là, le butyrate, je disais tout à l'heure que le butyrate est une source d'énergie même pour certaines de nos cellules. Eh bien, justement, les colonocytes savent utiliser le butyrate comme substrat énergétique. Et c'est toujours donc 3,2 kilocalories par gramme de butyrate. Donc là, ça permet, comme étant un substrat énergétique, ça permet une meilleure régénération des colonocytes, de la muqueuse du côlon. Donc ça, c'est déjà un rôle métabolique important. Après, le rôle pour lequel le butyrate est bien connu, c'est le rôle anti-inflammatoire. Donc là, c'est un modulateur de plusieurs cytokines. Ça augmente les cytokines anti-inflammatoires, diminue des cytokines pro-inflammatoires. Donc, sans rentrer dans les détails, mais il y a quand même une bonne dizaine de cytokines qui sont modulées par le butyrate, ce qui est le rôle principal de butyrate, parce que là, dans la littérature, on trouve le plus gros de la littérature qui est justement sur ce rôle-là de anti-inflammatoire du butyrate. Il y a aussi un autre rôle intéressant qui est toujours en rapport avec l'intestin, qui est en fait la protection de la barrière intestinale. La protection de la barrière intestinale passe par déjà, donc ça complète cet effet-là que j'ai expliqué où les colonocytes l'utilisent comme substrat énergétique. Donc là, c'est un inducteur des gènes qui codent pour les facteurs de croissance. Et il y a on a un certain nombre de facteurs de croissance, comme par exemple le facteur de croissance épidermique. Ça, c'est un des facteurs, EGF, ça s'appelle. C'est un des facteurs de croissance qui est induit justement par le butyrate. Et puis également, donc ça sert aussi à améliorer donc les muqueuses en général, la qualité des muqueuses en général. Ça induit aussi la protéine kinase C, ça induit également un certain nombre de protéines et surtout, par exemple, les récepteurs au butyrate, parce qu'en fait, le butyrate, il fonctionne avec des récepteurs. Alors, au-delà du fait qu'il est utilisé comme substrat énergétique, mais quand on parle de butyrate comme une molécule de signalisation, c'est-à-dire son effet, entre autres, anti-inflammatoire, là, il doit se fixer sur des récepteurs. Et il y a deux récepteurs, parce qu'il y a plusieurs récepteurs des acides gras à chaîne courte, et parmi ces récepteurs-là, il y en a deux. Ces deux-là, les R2 et R3, récepteurs R2 et R3, on les nomme FFA, R2 et R3. FFA, c'est fatty acid. Okay. Free fatty acid. Et donc, ces récepteurs-là sont aussi induits par le butyrate. Ce sont des protéines qu'on trouve dans les cellules qui utilisent le butyrate, notamment au système immunitaire, notamment les adipocytes, notamment les cellules de la muqueuse du grêle et du gros intestin. Donc tout ça fait que ça améliore la qualité des muqueuses en général et spécialement, déjà localement, la muqueuse intestinale, qu'elle soit le côlon ou l'intestin grêle également. Et donc, dans le même sens aussi, ça améliore les problématiques d'hyperperméabilité. C'est-à-dire que ça agit comme inducteur des gènes qui codent pour les protéines qui constituent les jonctions serrées. Parce que les jonctions serrées, alors on a la muqueuse intestinale, soit dans le côlon ou dans le grêle. Dans le grêle, c'est les entérocytes, dans le côlon, c'est les colonocytes. Et c'est une succession, une juxtaposition de cellules épithéliales, entérocytes et colonocytes, et c'est une monocouche. Donc c'est très, on va dire, c'est très fragile. L'inflammation, le stress oxydatif, tout ça fragilise la muqueuse. Et donc entre la cellule et l'autre, il y a un espace. On appelle ça la jonction serrée. Et cet espace est fermé par, on pourrait
oui, on pourrait dire un cadenas. Bon, un cadenas protéique. C'est des complexes protéiques qui ferment l'espace. Okay. Et ces protéines-là, qui forment ce cadenas de la jonction serrée, eh bien, vous avez par exemple les occludines, la claudine par exemple, ou d'autres protéines. Et une partie de ces protéines-là, leur quantité est augmentée par le butyrate. Le butyrate va induire un signal dans les entérocytes et colonocytes pour produire plus de ces protéines-là. Donc, ça ferme en quelque sorte les jonctions serrées, ça aide à protéger les jonctions serrées, et donc ça aide dans tout ce qui est problème d'hyperperméabilité en général. Il y a aussi tout l'effet immunomodulateur, parce que ces mêmes récepteurs-là, les R2 et R3, se trouvent aussi dans les cellules, toutes les cellules du système immunitaire contiennent ces récepteurs. Donc, quand le butyrate vient se mettre sur ces récepteurs, il y a moins d'inflammation. Ça calme le système immunitaire. Donc, c'est une molécule de signalisation extrêmement importante. Et donc, pour clôturer par rapport à ça, parce qu'il reste encore pas mal de choses, mais il y a deux autres choses très importantes que fait le butyrate au niveau métabolique. La première, c'est que ça régule l'appétit. Ça diminue l'appétit, en fait. Parce que ces récepteurs-là, aussi le R2 et R3, se trouvent, comme je disais, dans la muqueuse de l'intestin, notamment l'intestin grêle, et une partie des cellules de la muqueuse de l'intestin grêle, notamment des entérocytes aussi, va produire des hormones de l'appétit, notamment la leptine, le peptide YY, la cholécystokinine, tous ces hormones qui vont réguler au niveau de l'hypothalamus la satiété. Et donc, le butyrate permet d'augmenter la synthèse de ces hormones aussi. Donc, ça, c'est un rôle extrêmement important sur l'appétit. Donc, ça renvoie vers des applications. On voit déjà par rapport à des compulsions alimentaires, l'obésité et tout ça. Et puis, bon, c'est pas une dernière chose ici, un dernier rôle, mais c'est un des rôles les plus importants qui est bien étudié aussi, c'est l'amélioration de la sensibilité aux récepteurs à la vitamine D, surtout dans l'intestin. Ça, c'est extrêmement important. La vitamine D est un régulateur de l'immunité intestinale et en général, mais quand c'est dans l'intestin, ça régule l'immunité intestinale. Et on sait que l'immunité intestinale, c'est en fait l'immunité générale, puisque on a d'une part 80% du système immunitaire au niveau d'intestin grêle, et d'autre part, on a 95% du microbiote qui est là. Et l'interaction entre eux détermine le niveau inflammatoire dans l'intestin et donc le niveau inflammatoire dans tout l'organisme. Donc, et quand quelqu'un a une résistance au récepteur à la vitamine D, soit parce que le récepteur ne fonctionne pas bien, soit parce qu'il y a des mutations ou qu'il n'y a pas suffisamment de récepteurs ou autres, il y a plus d'inflammation dans l'intestin et donc ailleurs dans le corps. Et le butyrate régule cette inflammation au niveau intestinal en améliorant la sensibilité du récepteur à la vitamine D dans l'intestin. Voilà, donc ça complète l'effet que j'ai décrit au départ, qui est l'effet anti-inflammatoire du butyrate. Son effet anti-inflammatoire est direct, mais ça passe également par celui de la vitamine D aussi. Ce qui implique que si pour les thérapeutes qui nous regardent, qui nous suivent, ce qui implique que d'office, si quelqu'un est dans un état inflammatoire ou a vraiment une chute de la vitamine D qui n'arrive pas à remonter, on pourrait imaginer d'office mettre ou proposer du butyrate. C'est une très bonne question et je suppose que oui. Alors, il n'y a pas d'études cliniques directes sur cette question-là, mais oui, quelqu'un qui a des problèmes au niveau des récepteurs à la vitamine D, parce que là, c'est des questions qui se posent tout le temps, puisque le récepteur est muté, enfin, le gène du récepteur qui présente un SNP, donc le récepteur a moins de sensibilité à la vitamine D. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce que quand on donne de la vitamine D, est-ce que c'est suffisant? Alors, souvent, on dit il faut augmenter le dosage de vitamine D pour que ça ait le plus de chances de fonctionner, etc. Mais là, c'est une autre solution potentielle également à combiner également afin d'améliorer la sensibilité au récepteur à la vitamine D. Maintenant, ce qui est testé concrètement, pour qu'on soit très clair, ça n'est pas
l'amélioration de la sensibilité au récepteur à la vitamine D qui est mutée, mais l'amélioration de la sensibilité au récepteur à la vitamine D qui n'est pas mutée. Et parce que comme n'importe quelle hormone, la vitamine D étant une hormone aussi, le problème de la résistance au récepteur se pose. On a ça avec l'insuline, on a ça avec la leptine, on a ça avec le cortisol, avec toutes les hormones la T3, toutes les hormones peuvent présenter des résistances au récepteur. Et donc, la vitamine D faisant partie de ces hormones-là, bon, ça peut présenter également une résistance au récepteur qui peut être améliorée par le butyrate. Maintenant, question, est-ce que ça améliore la résistance, la sensibilité au récepteur lorsque le récepteur est muté? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Est-ce que tu peux nous parler des modalités de prise du butyrate, enfin d'utilisation en tout cas, et en même temps nous dire éventuellement s'il y a des effets indésirables ou des gens qui ne peuvent absolument pas en prendre? Oui, alors, pour les modalités de prise, ça dépend des applications, de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce que là, par exemple, on a parlé du fait que ça peut améliorer la sensibilité récepteur à la vitamine D. Ça, c'est une excellente chose. Voilà. Ça peut s'appliquer aussi dans le cadre du syndrome métabolique. Donc, tout ce qui est obésité, tout ce qui est diabète, résistance à l'insuline. Encore une fois, on revient sur l'amélioration de la sensibilité au récepteur. Les maladies inflammatoires d'intestin aussi. Donc, oui, en général, Crohn, rectocolite, tout ce qui est maladie inflammatoire de l'intestin, tout ce qui est, en gros, syndrome inflammatoire de l'intestin qui peut se voir au niveau des marqueurs, notamment la calprotectine fécale ou d'autres marqueurs inflammatoires, ou alors tout ce qui concerne les problématiques d'hyperperméabilité, notamment syndrome de l'intestin perméable, par exemple, ou tout simplement une hyperperméabilité détectée aussi dans les marqueurs. Et la stase pancréatique, non, je dis n'importe quoi. Zonuline, alpha-1 antitrypsine, voilà, c'est ce que je voulais dire, etc. Donc, tout ce qui montre une hyperperméabilité. Amélioration aussi de la fonction immunitaire de l'intestin. Pareil, donc on a aussi pas mal de marqueurs là-dessus. On a dit aussi rééquilibrage du microbiote. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est vraiment les applications principales du butyrate. Et par rapport à ces applications-là, on a des modalités de prise qui sont différentes. C'est-à-dire que si on veut que le butyrate agisse localement dans l'intestin, à ce moment-là, les quantités sont moindres. Et si on veut que ça agisse au niveau systémique, les quantités sont plus importantes. Donc c'est dans ce sens-là. Donc après, on peut, comme je disais au tout début, on peut très bien prendre par exemple des sources alimentaires qui contiennent du butyrate, donc le beurre, le ghee et les aliments lactofermentés en général, plus les fibres, etc. pour pouvoir synthétiser. Maintenant reste, comme je disais, la problématique puisque en fait le plus gros du butyrate se trouve dans le beurre et le ghee. Donc ça, on peut pas prendre des quantités suffisantes pour avoir suffisamment de butyrate. D'où l'intérêt d'un complément alimentaire qui contient du butyrate. Rien n'empêche maintenant de combiner les sources alimentaires et le complément alimentaire dans les situations où on doit prendre le butyrate que je viens d'énoncer auparavant. Donc, au niveau des doses en général, alors en général, on parle pas de doses précisément, mais il y a quand même des doses études. Il faut quand même consulter votre thérapeute pour que c'est lui qui sait évaluer, votre médecin traitant, c'est lui qui sait évaluer exactement la dose qui convient à votre situation. Donc les doses tournent autour, dans les études, les doses tournent autour de 500 mg à 1 gramme. Ça, c'est pour des applications locales au niveau de l'intestin. Et puis, ça peut être plus que ça dans des applications plus systémiques, plus métaboliques. Après, comme je disais, il faut voir un thérapeute compétent pour pouvoir évaluer la dose la plus adaptée. Maintenant, tu disais aussi par rapport également aux problématiques en rapport avec
les interactions et tout ça. Ouais, les contre-indications, oui. Oui, il y a pas d'interaction connue, du moins pour l'instant. C'est relativement sécuritaire. Je dirais même c'est très sécuritaire par rapport à d'autres composants. Et bon, mis à part une allergie au butyrate, bon, je ne vois pas d'autres contre-indications. En tout cas, c'est pas documenté dans la littérature. Donc, comme c'est quelque chose qui est très sécuritaire, donc en général, il y a aucun problème, mis à part les problèmes d'allergie. Mais bon, ça c'est pas très fréquent. Mais les allergies, on peut avoir des allergies à n'importe quel composant, ou même aliment ou médicament ou autre. Alors, il y a quand même une chose aussi à savoir, c'est que, alors ça c'est peut-être ça pourrait intéresser des thérapeutes ou des médecins, c'est qu'il y a au niveau, alors j'ai parlé tout à l'heure des récepteurs, les FA, R2 et R3. Ce sont deux récepteurs d'acide gras chaîne courte spécialement donc spécialisés dans l'acide butyrique, donc le butyrate. Et ces récepteurs-là, ils peuvent présenter des SNP, peuvent présenter des mutations. Et quand ils présentent des mutations, il y a moins de sensibilité au butyrate. Donc, ce qui fait quelqu'un qui a des SNP sur ces récepteurs-là, le butyrate va moins fonctionner. Et donc, il faut que le dosage soit adapté en fonction de ça aussi. Voilà, donc ça, c'est peut-être une clé de lecture par rapport à certains thérapeutes ou médecins qui ont utilisé le butyrate et qui ont vu que peut-être que ça n'a pas bien fonctionné ou que ça n'a pas fonctionné du tout. Il faut savoir qu'il y a une partie de la population, je ne saurais pas donner de pourcentage ici, mais il y a une partie de la population qui peut avoir des SNP sur les récepteurs au butyrate et donc ça diminue la sensibilité au butyrate. Voilà, donc il y a cette chose-là qu'il faut savoir. Et sur un état inflammatoire, en combien de temps, de jours, de semaines, on peut espérer une amélioration? Alors, encore une fois ici, on a parlé du butyrate comme anti-inflammatoire, mais dans toujours les maladies inflammatoires en général ou les syndromes inflammatoires, c'est beaucoup plus complexe que de pouvoir les gérer avec un seul composant, avec le butyrate. Donc, on doit les combiner. On doit en gros utiliser le butyrate dans le cadre d'un protocole global, une stratégie globale qui ne regroupe pas uniquement le butyrate, voire même d'autres composants synergiques, mais aussi tous les changements de style de vie, peut-être aussi la prise en charge médicale, etc. Mais dans ce cas, le butyrate pourrait être pris, en général, ça pourrait être pris sur quelques semaines. En général, c'est relativement rapide. Ça donne des effets relativement rapides. Si on voudrait donner le butyrate sur le long terme, on pourrait le donner avec des fenêtres d'arrêt. Des fenêtres d'arrêt de quelques semaines. Donc voilà. Mais sinon, si on parle d'effets locaux au niveau de l'intestin, ça donne des effets en quelques semaines en général. D'accord. Toujours sur les modalités de prise, plutôt au repas, hors repas, estomac vide? Alors, ce qui serait intéressant, c'est de le donner, hors repas. Pas forcément uniquement à jeun, hors repas. Mais hors repas, que ça soit, le mieux, c'est qu'il y ait le moins de choses possible dans l'estomac et les intestins. Comme ça, il y a un contact plus étroit avec la muqueuse. Alors, tu nous en parlais, justement, pour l'inflammation, il n'y a pas que le butyrate. Est-ce que, du coup, il y a des synergies qui sont intéressantes, plus intéressantes que d'autres? Oui. Alors, dans le cas, par exemple, de la dysbiose, on le prend naturellement avec des probiotiques. Bon, il n'y a pas que les probiotiques pour le microbiote, on est d'accord. Donc, il y a le style de vie en général. Il y a aussi tout ce qui est fibres alimentaires qu'on peut obtenir de l'alimentation. Etc. Donc ça c'est déjà par rapport au microbiote et puis il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour le microbiote. Il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, la vitamine D. Ça c'est une excellente synergie pour les personnes qui voient leur vitamine D toujours basse et pas uniquement le taux de vitamine D parce que le taux de vitamine D est pas toujours très pertinent. C'est comme il y a beaucoup de mutations sur les récepteurs à la vitamine D ou sur d'autres enzymes ou la protéine qui transporte la vitamine D également. Le dosage de vitamine D est très bien,
Par contre, il est dans beaucoup de cas insuffisant. Donc, pour les personnes qui ont cliniquement des symptômes de déficit en vitamine D, et là, c'est probablement les médecins et les thérapeutes qui vont peut-être s'y intéresser, chez ces personnes-là qui, malgré qu'ils sont supplémentés en vitamine D régulièrement, ils ont toujours des symptômes de déficit, des manifestations qui pourraient s'apparenter à des déficits en vitamine D. À ce moment-là, le butyrate serait intéressant parce que ça améliore en plus la sensibilité au récepteur à la vitamine D. Maintenant, on peut toujours aussi combiner le butyrate avec la vitamine D sans pour autant qu'il y ait de problématiques particulières, puisque c'est toujours bien d'avoir plus de sensibilité au récepteur à la vitamine D. Dans ce sens. Après, on peut parler aussi de la combinaison avec les oméga 3 ou avec n'importe quel autre composé anti-inflammatoire qui peut être utilisé pour les inflammations intestinales, la curcumine par exemple, ou d'autres polyphénols aussi. Et puis également avec, oui, il y a aussi la berbérine par exemple qui peut être associée avec le butyrate. Dans deux cadres notamment, bon, la berbérine a un effet aussi bactériostatique. Oui. Ça, c'est dans le cas de la dysbiose, une dysbiose avancée, pas juste une petite dysbiose. Et puis également, dans le cadre du syndrome métabolique aussi, berbérine, butyrate, ce qu'on disait pour le butyrate, ça améliore aussi, alors je sais pas si je l'ai dit ou pas, ça améliore aussi le cholestérol et les triglycérides. Il n'y a pas d'études cliniques là-dessus, encore une fois, mais métaboliquement parlant, il y a pas mal d'études qui expliquent biochimiquement comment que le butyrate peut équilibrer les lipides, le métabolisme des lipides. Voilà, donc ça, on peut avoir d'autres synergies, mais ce sont, je pense, les principales synergies. Eh bien voilà, merci beaucoup pour toutes ces explications. Encore une chouette intervention. Je cherchais les mots. Une chouette intervention. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt. Salut Amine.